Bonsoir et bienvenue à cette session The Blue Marble Live qui est dédiée au dioxyde de carbone, le CO2 ou le CO2 équivalent. Alors, on va regarder tout de suite un petit peu de quoi il s'agit. Donc, du coup, aujourd'hui, ce soir, on va parler des gaz à effet de serre et de la manière dont on les mesure en CO2 équivalent. Alors, comment ça va se passer cette histoire? Cette histoire, ça va se passer d'abord très bien parce qu'on va regarder ça à différentes échelles. On va regarder ça à l'échelle du monde, à l'échelle de la France et à l'échelle de l'individu. Et pour mieux comprendre un petit peu les subtilités qu'il peut y avoir quand on parle justement de gaz à effet de serre et qu'on fait dans les mesures. Alors, d'abord, pour fixer les idées, effectivement, 51 gigatonnes, c'est le nombre de tonnes de CO2 équivalent qui est rejeté de l'atmosphère chaque année. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de CO2 équivalent? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de gaz qui contribuent au réchauffement climatique et à l'effet de serre. Et en fait, donc du coup, on a à la fois le CO2, mais on a aussi le CH4, le méthane, notamment pour tout ce qui est élevage et puis les terres inondées, et aussi tout ce qui est N2O pour tout ce qui est engrais au niveau de l'agriculture en principal. Et donc du coup, ce qui est intéressant de voir et de considérer, c'est que les gaz à effet de serre, c'est plusieurs choses. Et donc la contribution du dioxyde de carbone en tant que tel, c'est juste trois quarts des 51 gigatonnes. Du coup, trois quarts des 51 gigatonnes, ça fait à peu près 36 gigatonnes de CO2. Et donc on peut voir un petit peu comment ce CO2, quel est son cycle aujourd'hui dans le monde. D'abord, on a du CO2 qui est libéré principalement par les énergies fossiles. Voilà. On a aussi le fait qu'on intervienne sur l'aménagement de nos espaces, donc ça libère aussi du CO2. Et puis en même temps, on a la biosphère, donc tous les arbres, etc., qui vont capturer du CO2, ou les océans, puisqu'entre l'air et l'eau, il y a un échange gazeux qui s'opère. Donc du coup, il y a une partie qui retourne aussi dans l'eau. Ce qui fait qu'il y a 19 gigatonnes qui restent au final dans l'atmosphère et qui contribuent au réchauffement climatique. Là, on parle vraiment uniquement de dioxyde de carbone. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a les puits et puis il y a ce qui émet. Une fois qu'on a dit ça, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder par secteur un petit peu qui émet ce CO2. Alors, par secteur, on va avoir ce petit camembert là qui est intéressant. Alors, ça nous montre déjà que l'énergie, elle contribue pour trois quarts quasiment des émissions des gaz à effet de serre, et qu'ensuite c'est tout ce qui est agriculture, forêt, et ensuite industrie et gestion des déchets. Donc du coup, ça nous permet de relativiser les choses parce que c'est vrai que quand parfois je discute avec des personnes et que tout de suite on me lance parce que j'habite Toulouse, donc du coup l'aéronautique, l'avion, c'est sale, ça émet beaucoup de CO2. Et quand on regarde vraiment, l'aviation, c'est 1,9% du total. Alors, c'est 2%, un cinquantième, c'est quand même beaucoup, mais en même temps, le transport routier, c'est 12%, donc c'est quand même six fois plus. C'est vrai que quand on regarde dans les grandes masses, il faut qu'on voit ce à quoi on s'attaque et pourquoi. C'est vrai que peut-être que pour l'aviation à titre individuel, là, ça joue un rôle vraiment qui peut être important pour chacun. Mais si on regarde l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis, bon, je dirais qu'il y a peut-être des choses à regarder ailleurs pour essayer de couper ces émissions de manière plus directe et plus efficace. On peut regarder aussi les gaz à effet de serre par pays. Alors, par pays, ça va donner quoi? Par pays, on a ce diagramme-là. En fait, ce diagramme, il montre par superficie les émissions de gaz à effet de serre par pays. Donc du coup, vous allez bien sûr vous rendre compte que la Chine, c'est un très très gros émetteur de gaz à effet de serre, beaucoup plus que tous les autres, les USA, l'Europe, la Russie, etc. Donc du coup, là, ça nous montre une cartographie un petit peu de qui contribue à ces 51 gigatonnes de CO2 par an. Alors, c'est intéressant, ça nous donne cette cartographie-là aussi qui nous montre de manière colorée un petit peu en foncé ceux qui émettent le plus, les pays qui émettent le plus et ceux qui émettent le moins. Donc on voit quand même la différence. Mais il ne faut pas oublier que ici, on va mesurer une émission au sein du pays, donc à l'intérieur des frontières. Ce qui est un peu biaisé dans le sens où euh, toute cette énergie brûlée, elle est souvent brûlée pour produire des choses qui sont exportées. Donc du coup, on voit par exemple que la Chine est un très grand exportateur de gaz à effet de serre, entre guillemets, puisque beaucoup de ce qui est produit en Chine est exporté vers les autres pays.
du fait, si on regarde la chose de manière un peu différente et on regarde par habitant, bah, du coup, par habitant, on a une autre carte qui montre pas forcément que la Chine est en hyper foncé. Et voilà, on rétablit un peu les choses, c'est-à-dire que comme nous, on consomme des choses qui viennent de pays qui émettent du CO2, bah, c'est normal qu'on contribue, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et donc du coup, là, on va rétablir un peu les choses. J'attire votre attention que ce diagramme, il s'occupe des émissions CO2 seulement, d'accord? Donc ça veut dire que ça ne comprend pas les autres gaz à effet de serre, notamment CH4, N2O. Si on regarde les gaz à effet de serre au global, ben on a ce graphe qui montre un petit peu en empreinte CO2 équivalent l'ensemble des pays. Et là, on s'aperçoit d'un truc qui est quand même assez étonnant, bah, c'est que la France, voilà, là, on est à peu près à 10, voilà, 10 tonnes par an par habitant, et on est bah, plus élevé que les Chinois rapportés par habitant. Donc ça veut dire en fait qu'il faut faire attention à ce qu'on considère. Est-ce qu'on considère le CO2 tout seul 36 gigatonnes, le CO2 équivalent gaz à effet de serre, 51 gigatonnes par an. Est-ce qu'on considère ce qui est émis sur le pays? Est-ce qu'on considère ce que les gens, par leur mode de vie, émettent ou sont responsables par leur mode de vie? C'est tout ça qu'il va falloir considérer. C'est pourquoi aujourd'hui, ben, on va parler de l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, ça va être la contribution de chacun à émettre des gaz à effet de serre par son mode de vie, par sa consommation. Donc voilà, au niveau du monde, c'est facile parce que là, du coup, on a tout. Maintenant, si on regarde la France, comment ça se passe? Bah, donc, du coup, dans la suite de cette présentation, on va essayer vraiment de s'attacher à l'empreinte carbone et pas les émissions sur le territoire. Parce que vous l'avez compris, ça n'a pas grand sens de parler des émissions sur le territoire. Donc l'empreinte carbone des Français, aujourd'hui, si on regarde un petit peu comment elle est et comment elle évolue bah, parmi les années, donc là vous avez différents documents, toutes les références sont en dessous. 2018, l'empreinte carbone par habitant était de 11,2 tonnes. 2019, 9,9 tonnes. 2020, 8,2 tonnes CO2 équivalent. Donc on voit que cette contribution, enfin cette empreinte carbone, elle baisse en fonction du temps. C'est plutôt une bonne nouvelle. En même temps, elle baisse quasiment uniquement à cause de la crise Covid. Et donc du coup, on peut se poser la question de savoir si vraiment on a envie d'avoir une crise Covid tous les ans pour avoir besoin de baisser notre empreinte carbone. J'attire aussi l'attention que ces documents, ils ont été produits à des temps différents. Et le dernier document en date, eh ben, en fait, il ne montre pas exactement les chiffres que je vous ai présentés. Si on regarde 2018, 2019, 2020, où on était à 11,2, 10 et puis 8,2, ben là, on n'y est pas. Là, on est à 9,2, 9 et 8,2. Alors du coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces documents ne sont pas en ligne. Et où est l'erreur? Alors en fait, je pense que c'est une des difficultés quand on travaille sur les données liées au climat, c'est qu'il y a plusieurs manières de calculer les choses. Donc déjà, il faut vraiment faire attention au périmètre que l'on mesure. Et puis surtout, on apprend au fur et à mesure à mieux apprécier les choses et à mieux les mesurer. Donc du coup, je dirais, est-ce qu'on était à 11,2 ou à 9,2 en 2018? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on était autour de 10. Et donc ça, au moins, on peut au moins s'accorder à dire ça, qu'on était autour de 10. Et c'est surtout assez important en termes d'ordre de grandeur, si on considère qu'un objectif qui est assez communément répandu pour la population française, ce serait d'arriver à peu près à 2 tonnes de CO2 équivalent par an, par habitant, à l'horizon de 2050. Alors ça aussi, c'est intéressant. Pardon. De considérer ça, de se dire, OK, on est à 10, il faudrait qu'on soit à 2, divisé par 5. Comment est-ce qu'on fait? Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, avant de regarder comment est-ce qu'on fait, on va regarder, bah, du coup, comment est-ce que ces émissions CO2, elles sont distribuées. Donc, ces émissions CO2, si on regarde un petit peu leur distribution, bah, du coup, dans le graphe qui est là, on va voir un petit peu les différents secteurs dans lesquels on contribue. Donc, sur ces 10 tonnes, 2,8 concernent à peu près le transport. OK. 2,4 concerne notre logement. 1,8 notre alimentation. 1,2 tout ce qui est biens divers, services marchands, etc. 1,1 c'est tous les services publics auxquels on a accès parce qu'on vit sur le sol français. Et 0,7 c'est tout ce qui est habillement. Voilà un petit peu la répartition pour un Français moyen de où est-ce qu'on émet du CO2 équivalent, du gaz à effet de serre. Transport, logement, alimentation, et puis ensuite des postes qui sont peut-être moins palpables, parce que c'est vrai que c'est plein de petites choses différentes. Mais on voit déjà qu'on a au moins trois gros postes qui sont là.
Alors, du coup, si on veut essayer d'aller un peu plus loin dans cette analyse, on peut regarder un petit peu dans le détail. Donc, pour le transport, c'est principalement du véhicule particulier, hein. Ça n'étonnera personne, la voiture. Voilà, 2,3 tonnes sur 2,8, 0,4 pour les transports en commun. Pour tout ce qui est le logement, c'est en grande partie le chauffage, 0,7 tonnes pour la consommation de combustibles fossiles type gaz, 0,6 pour l'électricité, et 0,7 pour tout ce qui est construction, donc nouvelle construction. Question, est-ce qu'on doit encore construire de nouveaux bâtiments ou est-ce qu'on doit recycler des bâtiments qui existent déjà? Pour ce qui concerne l'alimentation, de l'agriculture, 0,5 tonnes, et les usines agroalimentaires, 1,2 tonnes. Ça donne des grosses mailles qui nous permettent d'apprécier un petit peu voilà, où est-ce qu'on est responsable de ces émissions. De manière identique, c'est aussi intéressant de regarder est-ce que ces émissions, ce sont des émissions qui sont directement qui nous incombent directement à nous. Donc, typiquement sur ce diagramme en gris foncé, ce sont les émissions que nous, en tant qu'individus, on émet directement. Donc en transport et en logement, voilà, on brûle du gaz, on brûle du pétrole, ok. En gris un peu plus clair, ce sont des émissions qui sont faites sur le sol français à destination de notre bénéfice à nous. Donc ça reste quelque chose qui reste en France, j'allais dire. Et puis après, en bleu clair et en bleu foncé, bah, ce sont des émissions qu'on importe par nos achats, soit pour des choses qu'on va transformer, donc en bleu clair, des choses intermédiaires, pour fabriquer des choses finales, ou en bleu foncé, quand on achète des biens de consommation finaux. Donc, du coup, c'est intéressant de regarder ce diagramme parce que du coup, on va s'apercevoir que notre impact d'empreinte carbone, grosso modo, c'est moitié produit en France et moitié, ça vient de l'étranger. Du coup, si vraiment on veut diviser par 5, il va falloir qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on compte vraiment sur les gens à l'extérieur de notre pays pour faire ce qu'il y a à faire, ou est-ce qu'il va falloir aussi qu'on traite ça en regardant ce qu'on importe et qu'on regarde un peu plus, de manière un peu plus précise, voilà, à acheter peut-être des choses qui sont produites avec un bas carbone. Là, sur ce graphe aussi, là, je vous l'ai mis parce que ça m'avait interpellé, bah, tous ces postes-là qui contribuent à notre empreinte carbone française. Quand on regarde en termes de pourcentage, par exemple, on s'aperçoit que tout ce qui concerne l'eau, assainissement et déchets, ça compte pour 1%. Du coup, moi, ça me pose question à titre personnel, de me dire, voilà, quand je veux réduire mon empreinte carbone, est-ce qu'il faut vraiment tout de suite gérer un environnement zéro déchet, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire, puisqu'on voit aussi hein, que tout ce qui est transport, etc., bah, ça va jusqu'à 10-11%. Et donc, il y a peut-être des choses, des progrès qu'on peut avoir très rapidement sur d'autres postes avant d'attaquer des choses qui demanderont un effort plus important, qui seront importantes, hein, bien sûr, mais qui demanderont peut-être plus de temps à mettre en œuvre. Donc, voilà pour un peu le côté France. Et donc, dans tout ça, il y a la question de l'individu, moi. Bah, du coup, qu'est-ce que moi, je peux faire Qu'est-ce que moi, j'émets? Alors, je vous rappelle l'objectif, 2 tonnes de CO2 par habitant par an. Carbone 4 a émis une petite étude qui est intéressante pour essayer de se poser la question de savoir, en fait, dans cette empreinte carbone de la France, à peu près à 10 tonnes 10 tonnes par an, on va dire, quelle est la part qui est vraiment de ma responsabilité en tant qu'individu, quelle est la part qui est de la responsabilité des entreprises, et quelle est la part qui est de la responsabilité de l'État. Du coup, ça me rappelle que quand je suis allé défiler pour le climat début novembre, il y avait une personne qui avait une pancarte qui disait mes petits gestes ne suffisent plus. Sur le moment, je me suis dit, bah, si les petits gestes ne suffisent plus, peut-être qu'il faut faire des grands gestes. Et après, je me suis dit, mais est-ce que vraiment on peut faire des grands gestes, nous, à titre individuel? Et donc, c'est pourquoi ce rapport il est intéressant, parce qu'il va montrer justement quel pourrait être notre impact. Alors du coup, ils se sont amusés à faire un petit peu un inventaire d'actions fortes pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc les actions, on les a là. Régime végétarien. Si on adoptait un régime, enfin, si tous les Français adoptaient un régime végétarien, on diminuerait l'empreinte carbone de 1,12 tonnes. Donc c'est quasiment 25% de ce qu'on doit enfin de la baisse totale, hein. Quand on voit dans le camembert ici, quand je dis 25%, c'est ici, on a l'ensemble de l'effort qui a été calculé pour un total max de 2,8 tonnes. Ne serait-ce que de changer ce mode alimentaire, déjà, ça pourrait remplir 25% de l'objectif le
le plus génial qu'ils aient imaginé. Faire du vélo pour tous les trajets courts, faire du covoiturage pour tous les autres trajets, ne plus prendre l'avion, acheter des vêtements recyclés ou moins de neufs, manger local, baisser un peu la température, l'électroménager d'occasion, le zéro déchet et les gourdes, et remplacer ces éclairages par du LED. Donc en fait, on voit ici que on a un poste alimentation, grosso modo, voilà, qui est important là, puisque donc sur l'ensemble, quand je disais 25%, mais là on est à 46%, pardon, sur l'alimentation. Ensuite, on a le poste transport qui est aussi pour 31%. Et après, on a un peu le mode de vie, 17%, et puis le côté énergétique, thermostat, consommation d'énergie, 7%. Là, donc dans ce camembert-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour on va dire une attitude parfaite, de dire de ceux qui font le rapport, de disant voilà, si vraiment on fait tout ce qu'il y a à faire en changeant notre mode de vie, 2,8 tonnes. Alors 2,8 tonnes, c'est quand même beaucoup, parce que je rappelle que l'empreinte carbone, elle est autour de 10. 2,8, ça fait déjà presque 20, plus de 25%. En fait, l'empreinte carbone à cette date-là était de 10,8. Donc du coup, c'est peut-être un peu moins de 25%. En tout cas, on a déjà tous ces efforts-là qui pourraient nous amener à baisser de 2,8. Donc là, déjà, on est à 8. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on pourrait aussi faire un effort supplémentaire en disant, OK, je vais transformer mon environnement. Du coup, ce qui est proposé, c'est qu'en termes de logement, on pourrait gagner 1,2 tonnes si on changeait le mode énergétique de chauffage et de climatisation de logement. Par exemple, typiquement, en mettant des pompes à chaleur. Donc là, on pourrait gagner 1,2 tonnes. Pour le transport, si on investissait dans des véhicules à bas carbone, type véhicule électrique par exemple, on pourrait encore gagner 0,8 tonnes. Ça fait encore 2 tonnes. Donc là, on était à 10,8, on descend à 8, et là, on descend à 6. Donc il nous reste 6 tonnes par an à régler. Et comment est-ce qu'on fait pour les 4 qui restent? Là, pour les 4 qui restent, on peut penser que justement, ça ne nous incombe plus, et ce serait aux industries et à l'État de faire ce qu'il y a à faire pour décarboner ça. Donc du coup, là, vous voyez un petit peu ce qu'il s'agirait de faire pour décarboner les différents secteurs, que ce soit mobilité, biens et services, logement, un peu d'alimentation. Avec cette vue-là, avec une vue, on va dire, irréprochable du citoyen, et en laissant le reste à l'État, bah, du coup, on voit que l'individu, il contribue pour un peu plus de la moitié hein, de l'objectif. Dans l'étude de Carbone 4, ce qui est proposé, c'est de dire, voilà, les gens ne sont pas hyper motivés, on sait que c'est difficile, donc au lieu de faire une baisse de 25% et encore 20% ici, on peut peut-être tabler de manière raisonnable à ce que ce soit 10 et 10. Ce qui veut dire qu'on laisserait 60% à faire à l'État et aux industries. Alors je sais pas quoi en penser. Moi, je pense que ça, c'est pas assez ambitieux pour l'individu. Je pense que se décharger sur l'État et l'industrie en disant ouais, ils ont qu'à faire, ils ont qu'à faire. Il faut bien imaginer que tout ce qui est fait ici, au final, c'est quand même nous qui le consommons. Donc à un moment donné, même si c'est pas nous qui le produisons, on a quand même un impact au moins de choix et de faire un choix entre A et B quand on a un choix à faire pour consommer quelque chose ou pas. Donc du coup, je me dis que vraiment ici, on pourrait aller plus loin et je préfère la vue, enfin, la vue d'avant me paraît enfin alors, plus ambitieuse, c'est sûr, mais en tout cas plus réaliste si on veut arriver à 2 tonnes par personne par an. Donc ce rapport, il est important parce que parfois, quand je discutais avec des amis, on me disait oui, mais à titre individuel, vraiment, on peut pas faire grand-chose, c'est les industries qui polluent beaucoup. Donc en fait, vraiment, c'est eux, c'est le système, c'est systémique en fait la production de CO2. Et en fait, je pense que in fine, il ne faut pas qu'on oublie que c'est nous qui sommes responsables d'acheter des choses, de notre mode de vie, de transformer notre environnement, et qu'au final, ces entreprises, même si elles étaient des entreprises sales, on pourrait très bien faire le choix de ne pas les choisir. Je ne sais pas si vous avez choisi un prestataire électricité vert ou pas vert. Voilà, bon, mais déjà c'est un choix. Il en existe des verts et des pas verts. Bon, ben, déjà ça peut être un choix qu'on fait. Une fois qu'on a dit ça, eh ben, on peut se dire aussi: «Oui, mais je suis pas comme un citoyen, lambda moyen». Donc en fait, moi, Jean-Jacques, quelle est vraiment mon empreinte carbone? Donc là, du coup, je vous propose 3 manières d'évaluer votre empreinte carbone. Alors je commence par le calculateur sur, Hello Carbo
.com, en 1 minute chrono. Vraiment, c'est hyper, hyper rapide. Vous avez une première estimation. Alors moi, avec mon mode de vie, moi, je suis arrivé à 5,64 tonnes. Alors effectivement, mode alimentaire, vegan, et puis je fais vraiment attention quand même à tout le reste en termes de ce que je consomme. Donc voilà, donc du coup, c'est ce que ça m'a sorti. Le simulateur, il est intéressant, il est assez rigolo, il est assez ludique. Alors, il vous donne votre résultat par mois. Donc là, on est à 470 kilos de CO2 par mois, donc multiplié par 12, hein, ce qui fait les tonnes de tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de se comparer à d'autres personnes type Greta Thunberg ou Donald Trump. Donc du coup, voilà, c'est le côté un peu d'émulation, parce que vous pouvez le faire aussi avec d'autres personnes que vous connaissez, donc de voir, donc parmi les cinq zones qui sont évaluées, un petit peu comment est-ce que vous différez en termes de mode de vie par rapport aux autres personnes. Le deuxième simulateur que j'aime bien, c'est le simulateur de nosgestesclimat.fr. Lui, donc en 10 minutes, vraiment en 10 minutes, il vous donne un résultat. Alors il y a des questions qui sont quand même plus précises, hein. Donc préparez-vous à savoir combien est-ce que vous consommez de kilowattheures en gaz, en électricité, combien de kilomètres vous faites, quelle est la consommation de vos véhicules, combien de repas végé, vegan, viande, poisson, viande rouge, viande blanche vous faites, etc. Est-ce que vous avez une approche déchets, etc. Bon, au bout de 10 minutes, le questionnaire il est assez simple quand même. Au bout de 10 minutes, on arrive à un résultat qui est assez intéressant, avec des gestes qui sont proposés à suivre pour passer à l'action. Avec ce simulateur, moi, je suis arrivé à 5 tonnes de CO2 par an. Et puis, il y a le troisième simulateur que je vous propose. C'est le simulateur du site avenirclimatique.org. Il faut savoir que en fait, les simulateurs, donc avenirclimatique.org au niveau, donc ça, c'est une feuille Excel. Euh, et ce simulateur-là, il y a quelque temps, c'était le même que le simulateur de gestes climat. Aujourd'hui, ça semble être différent. Pourquoi je dis que ça semble être différent? Parce que les résultats sont différents. Et donc, du coup, si je regarde un peu comment c'est fait, là, du coup, vous avez les mêmes données qui sont proposées en entrée. Cette fois-ci, on les rentre directement dans le fichier Excel. Du coup, c'est intéressant parce que chaque donnée que vous rentrez, vous voyez tout de suite la contribution que ça a en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que ça me permet de regarder, moi, dans le détail, où est-ce que je peux faire des progrès encore. Du coup, avec ce simulateur-là, j'arrive à un total de 6,12 tonnes. Bah, c'est un peu plus que les autres. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand je regarde les postes qui contribuent à ça de manière principale, eh ben, il y a pas de mystère. Voilà, vous allez le voir. Le gaz, 681 kilos. La voiture, 1 tonne 2. La moto, 800 kilos. Donc du coup, je me dis que parmi ces 6,12 tonnes, si je devais vraiment continuer mes efforts pour réduire mon empreinte carbone, une chose quand même qui serait facile à faire, ce serait de libérer ou la voiture ou la moto et gagner entre 800 kilos et 1 tonne facilement. Le gaz, malheureusement, comme je suis locataire dans mon appartement, j'ai pas vraiment une capacité à changer ma chaudière pour installer autre chose que la chaudière qui est installée. Voilà. Donc du coup là, je vais compter sur la décarbonation des énergies pour effectivement réduire ça pour moi. Donc je vais donner ça dans les mains des autres. Ce qui a été aussi éclairant avec cette feuille Excel, parce que donc vous remplissez ce qui vous concerne, mais il y a des choses qui vous concernent pas, mais du coup, par curiosité, j'ai été voir, je me suis dit, tiens, et si je mangeais un repas par semaine de viande rouge? Bon, non pas que j'en ai envie, mais pour voir combien ça fait. Un repas de viande rouge, ça rajoute 327 kilos tout de suite à l'année. C'est intéressant de se dire, ok, ok, un repas par semaine de viande rouge, 327 kilos. De viande blanche, 70 kilos. Du coup, on comprend hein, pourquoi on dit essayer de manger plus de viande blanche que de viande rouge, c'est meilleur pour la planète. Pour les gens qui ont une démarche zéro déchet, ils peuvent gagner 200 kilos d'émissions. Du coup, là, si je fais le parallèle, euh, zéro déchet, viande rouge, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi? Alors, pour un moi lambda qui mangerait de la viande, de se dire est-ce que je commence vraiment quelque chose de fond en disant ok, je vais traquer tout ce qui est déchet chez moi, je vais vraiment tout essayer de limiter, ce qui est assez compliqué. En soi, ça demande vraiment une transformation profonde. Ou est-ce que je retire un repas de viande rouge? Je pense que c'est facile de retirer un repas de viande rouge. L'eau en bouteille, 430 kilos, j'étais un peu étonné de ce résultat assez élevé en termes de contribution à effet de serre. Et puis j'étais assez étonné aussi
la partie numérique. Donc 1 heure d'internet par jour contribue à 4 kilos de gaz à effet de serre par an. Ou un smartphone renouvelé tous les ans, 33 kilos. Du coup, ça m'a étonné parce que c'est vrai qu'on entend souvent que effectivement le numérique, c'est une grosse, c'est un gros contributeur à la pollution, et cetera. Et ben, je me dis, finalement, peut-être pas tant que ça. En tout cas, comparé à quoi? Comparé effectivement, à un mode alimentaire, à du transport, à de l'énergie. En tout cas, ce qui est, super intéressant parce que ces chiffres-là, bon voilà, bon, je vous les livre comme ça parce que c'est ceux qui sont, donnés dans le fichier Excel. Ce qui est intéressant dans ce fichier Excel, c'est qu'en fait, ils ont tracé toutes les sources, qui ont servi à calculer ça. Donc du coup, on peut ou ne pas être d'accord et vous avez compris, hein, depuis le début de cette présentation que les chiffres, en fait, il y en a plein qui circulent et ils sont pas tous, consolidés et on peut avoir une vue différente. C'est pour ça que, est-ce que mon empreinte est de 6 tonnes 12, de 5 tonnes? J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est, à mon avis, assez raisonnable dans le contexte actuel et que j'aimerais encore aller plus loin pour contribuer au maximum à cet objectif de tonnes. Voilà donc du coup ce que je pouvais dire avec vous ce soir de cette question CO2 aujourd'hui pour l'individu. Ça veut dire que en tant qu'individu, on a un réel impact et on peut vraiment faire la différence. Faut pas croire que tout est dans les mains des autres. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'on met bout à bout, hein. C'est des efforts individuels, des efforts des entreprises et des réglementations liées à l'État. Pour moi, c'est quelque chose qui c'est un et, c'est pas un ou. Et donc du coup, je dirais il faut faire et des gestes importants à titre individuel et demander aux entreprises de décarboner et demander à l'État de réglementer aussi puisqu'on n'est pas seul sur terre et que si nous, Français, comme on l'a vu aujourd'hui, si vraiment on faisait du zéro carbone, mais vraiment zéro émission, bah, du coup, on aura encore la moitié des 10 tonnes qui resteraient en importation si on change rien. Voilà. Donc du coup, quelques petites réflexions pour ce soir. J'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous, la semaine prochaine pour, discuter d'un autre thème. En attendant, je vous, propose de faire ce bilan, empreinte carbone pour vous. 1 minute, 10 minutes, mais au moins vous savez et puis vous avez, quelque chose pour dire: «OK, je vais agir d'abord là-dessus et je fais ma petite part, ma petite ou ma grande part, 2,8 tonnes d'après l'étude, Carbone 4». Donc du coup, voilà, on peut contribuer. Commençons déjà par montrer l'exemple, tout en demandant aux autres, aux entreprises et à l'État, de suivre. Bonne soirée à tous, à bientôt. Bye bye.